Congo, Denis Sassou Nguesso, seul face aux Congolais. Sassou Nguesso cumule plus de 42 ans au pouvoir et vient de briguer un nouveau mandat lors de l'élection de mars 2026. Il a pourtant échoué à incarner le grand personnage de ses chimères. Sassou Nguesso, dit-on, rêvait de marquer l'histoire du continent africain, de laisser de lui l'image d'un architecte de la stabilité, d'un homme de paix. Mais le chef d'État congolais, qui vient de se succéder à lui-même, se retrouve pris dans le piège de son propre système, aveuglé par le pouvoir et la nécessité de le garder. La constitution qui l'empêchait de se représenter en 2016, la voilà changée en octobre 2015 lors d'un référendum contesté par tous, sauf par lui et son parti. Il passe en force. Et c'est bien là la principale faiblesse de cet ancien général putschiste devenu chef de guerre et président. L'alternance réclamée par une partie des Congolais, il n'en veut pas, pour le moment. Lui seul décidera quand le moment sera venu. Manque de vision. Denis Sassou Nguesso a rappelé sa présence au protocole de Brazzaville, en 1988, et son rôle pour l'indépendance de la Namibie. À plus de 82 ans, usé par 32 ans de pouvoir dont de longs mois de guerre civile, il ne manque pas de montrer les photographies de lui-même aux côtés de Nelson Mandela, en 1991, à Brazzaville. Une scène qu'il répète dans le documentaire à sa gloire, Le pouvoir et la vie, co-réalisé par François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique et diffusé sur la télévision publique quelques jours avant l'élection présidentielle de mars 2021. Le documentaire oublie de mentionner que M. Mandela a quitté le pouvoir en 1999, après un seul mandat de 5 ans. Ces dernières années, devant les diplomates occidentaux et régionaux, M. Sassou Nguesso a joué le rôle qu'il préfère, médiateur de la crise en Centrafrique. Il n'a que très rarement évoqué les difficultés du Congo. Il aime discuter de la situation régionale, dit un diplomate. Son régime tient le pays, mais le principal problème du Congo, c'est la gouvernance économique et le manque de vision de Sassou. À défaut de vision, Sassou se présente comme un bâtisseur au sens premier du terme. Routes, ponts, usines, universités, hôpital, Denis Sassou Nguesso inaugure en grande pompe une série de chantiers à travers le pays, qu'il sillonne en jet privé et en convoi escorté par l'armée, n'hésitant pas à mobiliser des moyens de l'État et des ministres pour sa campagne. Ces chantiers se transforment en éléphants blancs qui parsèment le pays ou en cimetières pour les usagers de ses infrastructures routières. Le bâtisseur et son clan. Kintélé, à une vingtaine de kilomètres au nord de Brazzaville, est la vitrine de cette folie des grandeurs qui réjouit les patrons chinois de sociétés de construction. Plus de 800 millions d'euros ont été dépensés par l'État pour bâtir un stade de 60 000 places qui n'a servi que 2 semaines, pour les 11e Jeux africains de Brazzaville en 2015. Le peuple n'a rien. Le pouvoir se distribue désormais au sein des membres du clan et de l'ethnie. Les querelles de pouvoir et de répartition des revenus du pétrole massivement détournés se résolvent en conseil de famille ou chez les sages d'Oyo. Entre-temps, des enquêtes ont été ouvertes en France, au Portugal et en Suisse, où les dépenses extravagantes de la famille ont attiré l'attention de la justice et des ONG anticorruption. Le président est l'as de ses affaires et des dérives de ses enfants devenus millionnaires sans rien faire. Salus et attristes, entend-on dans son entourage. Pourquoi alors occupe-t-il des postes stratégiques au sein de l'État et du secteur pétrolier? Un autocrate isolé. Alors les vieux réflexes de militaires reviennent et ses troupes sont déployées dans les villes, le long des routes et dans le Pool. Les jeunes sont exécutés à bout portant en pleine rue sans autre forme de procès, alors que la peine de mort est abolie depuis 2015. Songe-t-il à renforcer l'équipement de son armée? Des tonnes d'armes sont achetées pour la simple raison de conserver le pouvoir, pas pour faire la guerre contre un ennemi extérieur. En effet, il a construit une relation de coercition avec les populations, en panne de légitimité populaire. Alors, cette légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur, il va la chercher au niveau de la communauté internationale, conscient que le danger contre son régime ne peut venir que de là, après avoir traumatisé et atomisé les Congolais. Créer un climat de terreur pour tuer toute velléité de révolte ou de soulèvement populaire. Sur le plan international, Sassou Nguesso bénéficie de la situation de crise aiguë provoquée par la guerre en Ukraine, essentiellement et les tensions entre l'Europe occidentale, les États-Unis, d'une part, et la Chine et la Russie, d'autre part et des tensions au Moyen-Orient. Ce sont les thématiques que nous allons développer dans ce point de vue. Le peuple n'a rien. Le pouvoir se distribue désormais au sein des membres du clan et de l'ethnie.
Les querelles de pouvoir et de répartition des revenus du pétrole massivement détournés se résolvent en conseil de famille ou chez les sages d'Oyo. Entre-temps, des enquêtes ont été ouvertes en France, au Portugal et en Suisse, où les dépenses extravagantes de la famille ont attiré l'attention de la justice et des ONG anticorruption. Le président est l'as de ses affaires et des dérives de ses enfants devenus millionnaires sans rien faire. Salus et attristes, entend-on dans son entourage. Pourquoi alors occupe-t-il des postes stratégiques au sein de l'État et du secteur pétrolier? Un autocrate isolé. Alors les vieux réflexes de militaires reviennent et ses troupes sont déployées dans les villes, le long des routes et dans le Pool. Les jeunes sont exécutés à bout portant en pleine rue sans autre forme de procès, alors que la peine de mort est abolie depuis 2015. Songe-t-il à renforcer l'équipement de son armée? Des tonnes d'armes sont achetées pour la simple raison de conserver le pouvoir, pas pour faire la guerre contre un ennemi extérieur. En effet, il a construit une relation de coercition avec les populations, en panne de légitimité populaire. Alors, cette légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur, il va la chercher au niveau de la communauté internationale, conscient que le danger contre son régime ne peut venir que de là, après avoir traumatisé et atomisé les Congolais. Créer un climat de terreur pour tuer toute velléité de révolte ou de soulèvement populaire. Sur le plan international, Sassou Nguesso bénéficie de la situation de crise provoquée par la guerre en Ukraine, essentiellement et les tensions entre l'Europe occidentale, les États-Unis, d'une part, et la Chine et la Russie, d'autre part et des tensions au Moyen-Orient. Comment Sassou manioule la communauté internationale? Ce sont les thématiques que nous allons développer dans ce point de vue. En effet, nous combattons un ennemi multiforme qui dépend essentiellement des rôles qu'il se donne auprès de la communauté internationale, dont celui de médiateur infatigable, qui le rend incontournable. Bien explorer et comprendre sa stratégie diplomatique, pondue et organisée par les spin doctors comme Jean-Yves Olivier, revient à mettre en place de bonnes actions pour déconstruire cette image. La diaspora doit s'impliquer dans les campagnes électorales comme celle de 2027 en France car, au-delà des politiques, le souverain primaire reste le peuple qui, souvent ignore la fourberie de leurs hommes politiques souvent corrompus. Chaque citoyen dans les pays démocratiques détient une parcelle de la souveraineté nationale dont il use pour faire ou défaire les rois. Explorons la diplomatie de Sassou pour mieux ajuster notre combat. Dirigé par Denis Sassou Nguesso depuis 4 décennies, le Congo développe une politique étrangère fondée sur le développement d'une stature de président médiateur et sur une stratégie de marchandage auprès des puissances internationales. Critiqué pour ses violations des droits humains et sa gestion économique opaque, le pays maximise sa position de pays producteur de pétrole et de gaz en diversifiant ses partenariats et réorientant ses relations régionales. La multiplication des rivalités entre grandes puissances et la continuation de conflits régionaux sont autant d'opportunités pour la présidence congolaise de trouver des marges de manœuvre sur la scène internationale. La diplomatie de l'État congolais est caractérisée également par la prédominance d'une diplomatie personnelle et par une shadow diplomatie au service de l'image internationale du pays. Dans un monde multipolaire, le Congo joue les rivalités entre la France, les puissances du Moyen-Orient, la Russie et la Chine pour gagner en respectabilité tout en renforçant le pouvoir autoritaire en place. Alors que la question de la succession de Denis Sassou Nguesso, 81 ans, est dans tous les esprits, le président s'assure que la rente pétrolière serve ses intérêts et par là même, ceux de son fils, héritier putatif du pouvoir. La préservation de l'environnement et en particulier de la forêt est une nouvelle opportunité pour gagner en capital diplomatique et en respectabilité sur la scène internationale. Depuis 1979, Denis Sassou Nguesso dirige la République du Congo, à l'exception d'une courte période entre 1992 et 1997, durant laquelle il perdit le pouvoir avant de le reconquérir par la force en 1997. Son régime autocratique est caractérisé par l'absence d'élections crédibles et par une gestion économique prédatrice. Pour compenser son manque de légitimité démocratique, il a su consolider sa stature internationale. Durant ses 4 décennies au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a fait de la diplomatie congolaise un outil central de sa stratégie politique, en diversifiant ses partenariats et en cherchant à se rendre indispensable sur la scène internationale, confondant intérêts étatiques et familiaux. Médiateur dans de nombreux conflits en Afrique, Denis Sassou Nguesso a récemment tenté de s'impliquer dans la résolution du conflit russo-ukrainien, étendant sa stratégie diplomatique au-delà du continent africain. Dans le domaine environnemental,
la diplomatie congolaise a également pris conscience des opportunités qu'offre la lutte contre le changement climatique. Doté d'une forêt tropicale jouant un rôle crucial dans la capture du carbone, le régime s'est engagé activement dans les négociations climatiques internationales. Cet engagement présente le double avantage de lui permettre d'accéder à de nouveaux financements et de trouver une nouvelle source de légitimation internationale. En plus d'une diplomatie du pétrole, la capacité de Denis Sassou Nguesso à se positionner comme intermédiaire et à entretenir des relations stables avec des puissances majeures a joué un rôle clé dans sa survie politique. À 81 ans, il continue d'être l'invité et l'organisateur de grands événements diplomatiques, comme en témoignent ses visites en Russie à l'été 2024 ou la réunion de l'Union africaine à Brazzaville en février 2024 sur la Libye. La représentante spéciale a exprimé sa gratitude d'avoir l'opportunité de discuter avec le président Nguesso, qui a une expérience d'une extrême importance en Afrique et en la Libye, pas seulement durant les 14 dernières années, mais même avant. Et il a déployé beaucoup d'efforts en tant que président du comité de haut niveau sur la Libye. Et ces efforts ont produit cette charte de paix et de réconciliation en Libye sous les auspices de l'Union africaine qui a été signée par beaucoup d'acteurs libyens durant le février dernier. La feuille de route a pour objectif d'essayer de trouver une solution à la crise politique. Grâce à cette stratégie, la France et les États-Unis évitent toute critique frontale du régime, préférant maintenir des relations pragmatiques avec un leader qu'ils perçoivent comme un potentiel acteur de stabilité régionale et qu'ils ne veulent pas voir, trop, s'aligner sur la Chine et la Russie. Cette diplomatie active ne masque pas les profondes vulnérabilités économiques du Congo, qui génèrent des effets de multidépendance. Troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, le pays demeure dépendant de la rente pétrolière, exploitée par des entreprises étrangères comme Total Energy, Eni, Wingwa et Perenco. Archétype de l'État rentier, l'élite dirigeante monopolise cette rente externe, plongeant le pays dans le surendettement. De ce fait, le régime est actuellement pris dans un bras de fer feutré entre la Chine, son principal créancier, et les institutions financières de Bretton Woods qui exigent plus de transparence et une meilleure gestion de la dette publique, notamment après la dissimulation d'une partie de la dette congolaise au Fonds monétaire international, FMI, en 2017. Durement frappé par la chute des cours de l'or noir, sa principale source de revenus, et par les affres du coronavirus, le Congo tente de sortir la tête de l'eau. Les autorités du pays sont à Paris pour solliciter des investissements privés, profitant de l'université d'été du MEDEF. Les autorités françaises ont marqué leur disponibilité, notamment le ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. Bruno Le Maire, d'accompagner le Congo à deux niveaux. D'abord, pour aider, faciliter les contacts avec le Fonds monétaire lui-même, puisque la France fait partie des administrateurs, donc ce n'est pas rien d'obtenir l'appui politique et multiforme de la France. Et deux, de nous accompagner dans ce processus de gestion de la dette avec les pétroliers, les traders. Nous avons trois créanciers dits traders. Il y a Orion Oil, Glencore et Trafigura. Au moment où nous parlons, 2 sur 3 de ces créanciers ont déjà conclu des accords avec l'État. La dette congolaise représente 110% de son produit intérieur brut. Par ailleurs, la diversification de l'économie congolaise par le développement de la production de gaz naturel liquéfié, GNL, est un véritable paradoxe géopolitique car elle implique l'entreprise russe Lukoil. Des partenariats, la réorientation des relations régionales, l'instrumentalisation des ressources énergétiques et l'engagement dans la diplomatie de la paix et la diplomatie environnementale. Malgré une certaine infréquentabilité liée à la mauvaise gouvernance politique et économique du pays, Denis Sassou Nguesso a su maintenir une position pivot sur la scène internationale. Malgré une économie dépendante du pétrole et une dette qui entrave ses marges de manœuvre, le régime congolais parvient à jouer des rivalités internationales et soigne son image à l'extérieur. Rééquilibrage des partenariats régionaux. Depuis le début du siècle, une donnée nouvelle s'est imposée: la diversification des partenaires commerciaux et politiques des pays africains. Le Congo ne fait pas exception et développe une politique extérieure visant à maximiser les canaux d'échange et d'influence. Cette stratégie passe par le développement de partenariats avec la Chine et la Russie, mais également l'ouverture plus récente aux pays du Golfe. Sur un plan régional, le Congo reconfigure ses alliances au gré des évolutions des rapports de force,
avec un détachement progressif vis-à-vis de la République démocratique du Congo, RDC, et du Gabon au profit d'un rapprochement avec le Rwanda. Un rapprochement impopulaire avec le Rwanda. Le Congo accueille toujours 8000 Rwandais, arrivés en 1994, sans statut de réfugiés depuis 2017 et qui refusent le rapatriement volontaire d'eux. Malgré cela, depuis 2 ans, le Rwanda et le Congo affichent leur proximité matérialisée par la visite de Paul Kagame et la signature d'une série d'accords en avril 20223. Depuis cette visite en 2022, le Rwanda a obtenu le droit d'exploitation de 22 000 hectares de terres agricoles congolaises et Air Rwanda relie Brazzaville et Kigali. Crystal Venture, la holding du pouvoir rwandais, a investi près de 200 millions de dollars dans la zone économique spéciale de Maluku, à 70 km de Brazzaville. L'ambassadeur rwandais Théoneste Mutsinda Chiaka a annoncé à Brazzaville un accord pour la création de 4 usines, à la suite d'une rencontre en juin 2023 avec le fils du président Denis Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les 2 dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les 2 pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les 2 chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Contrairement à la crise du M23 de 2012 à 2013 entre la RDC et le Rwanda, Denis Sassou Nguesso ne s'implique pas dans une tentative de médiation dans la seconde crise du M23 qui est soutenue par Kigali et a repris les armes à l'est du Congo depuis 2021. Pourquoi ce choix de coopération stratégique avec le Rwanda? Denis Sassou Nguesso ou ses spin doctors ont fait le constat simple de l'importance que prend le Rwanda tant sur le plan sous-régional qu'international. Ce pays, soutenu par les grandes puissances occidentales comme l'Union européenne et les États-Unis, occupe une place stratégique importante pour la sauvegarde de leurs intérêts. Kagame a su habilement manœuvrer pour placer son pays au cœur des préoccupations occidentales pour la sauvegarde de leurs intérêts dans la sous-région. Il joue le rôle de gendarme de l'Afrique. La République du Congo a signé des accords économiques, militaires et sécuritaires avec le Rwanda. Sassou en tire diplomatiquement 2 avantages essentiels. S'ancrer dans le bloc occidental et sécuriser son pouvoir par les compétences militaires dont dispose l'armée de Kagame. C'est l'ADN de la stratégie des accords que signe Kagame avec les différents partenaires. Une diplomatie militaire qui précède l'installation des infrastructures économiques dans les différents pays. S'installant dans le pays, Kagame place ses pions en infiltrant les différents régimes pour mieux s'assurer leur contrôle économique, militaire et diplomatique, essentiellement des femmes. C'est dans ce contexte qu'il faut expliquer la présence de Françoise Joly au Congo. Conscient de la notion de rapport de force dans une stratégie, Sassou a choisi le camp gagnant pour sa survie politique. Pour des raisons stratégiques, Sassou ne veut pas s'impliquer dans la résolution du conflit RDC-Rwanda, la médiation sera assurée par l'Angola. Le voisin angolais est le médiateur désigné par l'UA pour résoudre cette nouvelle crise. Le rapprochement entre Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso est vivement critiqué au Congo par des acteurs politiques, des organisations non gouvernementales, ONG, et des utilisateurs des réseaux sociaux. Un groupement d'ONG, mené par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, a même demandé l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à la suite de ses réactions jugées provocantes face aux critiques mentionnées en mai 2024. L'ambassadeur rwandais avait déclaré que les Congolais opposés à ce projet sont des destructeurs de la relation rwando-congolaise. Françoise Joly, conseillère spéciale du président congolais et très investie sur la scène internationale, a été critiquée et accusée d'être à l'origine du rapprochement Brazzaville,
Kigali en raison de ses origines franco-rwandaises. Elle œuvre à la réorientation de la diplomatie congolaise vers des partenaires non occidentaux, Turquie, Émirats arabes unis, etc., et au renforcement des liens existants avec la Russie et le Kazakhstan. Elle se rend régulièrement dans ces pays pour préparer les visites présidentielles. Une entente cordiale avec le nouveau pouvoir gabonais. Le renversement d'Ali Bongo a alimenté, depuis septembre 2023, les discussions au Congo sur la solidité du régime et la possibilité qu'un scénario similaire s'y produise. Par ailleurs, les familles Bongo et Sassou Nguesso sont liées par le mariage et les liens du sang, mais les relations s'étaient distendues entre Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso, sur fond de rivalité intrafamiliale. Le scénario de transfert dynastique du pouvoir du Gabon, comme sur le modèle du régime togolais, s'est donc terminé par la prise du pouvoir par les militaires le 30 août 2023, qui ont instauré un comité pour la transition avec à sa tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce comité a notamment commandité un audit de la holding familiale des Bongo, Delta Synergy, provoquant des inquiétudes jusqu'à Brazzaville. Ainsi, l'audit de Delta Synergy pourrait amener le gouvernement gabonais à saisir des biens immobiliers dont certains appartiennent aux petits-enfants de Denis Sassou Nguesso, Omar Denis Junior Bongo et Yacine Bongo, enfants d'Edith Bongo. De ce fait, l'alliance stratégique régionale avec le Gabon pourrait être menacée, bien que la prise de pouvoir semble pour l'instant relever davantage de la révolution de palais que d'un véritable aggiornamento politique, économique et social. Cependant, malgré le putsch contre le régime Bongo et les inquiétudes qui en découlent, les relations entre Brazzaville et Libreville restent au beau fixe et reflètent les intérêts bien compris des deux parties. Le général Oligui Nguema s'est rendu dès octobre 2023 à Oyo, le fief de Sassou Nguesso, dans le but d'obtenir le soutien du Congo pour la levée des sanctions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, contre son régime, mais aussi pour établir des bonnes relations avec le patriarche qui peut transmettre aux plus hautes autorités de ce monde. Signe de leur entente, les deux chefs d'État se sont affichés ensemble lors du 15e anniversaire de la mort de la fille du président congolais, Edith Bongo, qui fut aussi la première dame du Gabon. Or, jamais depuis la mort de l'ancien président Omar Bongo en 2009, un représentant de l'État gabonais ne s'était rendu à la cérémonie. Le clan au pouvoir au Congo a tout intérêt à renouer des relations de proximité avec le nouveau pouvoir gabonais, tant pour protéger ses intérêts que pour éviter une période d'instabilité dans ce pays voisin et si similaire sur le plan économique et politique. L'entente cordiale avec le nouveau pouvoir gabonais et le rapprochement avec le Rwanda illustrent le pragmatisme diplomatique du régime congolais. Diversification des relations vers la Chine, la Russie et les pays du Golfe. Après s'être tourné vers la Chine comme beaucoup d'autres pays africains, le régime congolais noue des relations avec les pays du Golfe et réactive ses anciens liens avec la Russie, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. La relance des relations avec la Russie à l'heure de la guerre en Ukraine. Depuis 1964, le Congo entretient des relations avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, puis avec la Fédération de Russie. Bien que ces liens soient anciens et marqués par l'affiliation du régime du Parti congolais du travail, PCT, au marxisme-léninisme jusqu'à la chute de l'URSS, la coopération avec la Russie post-soviétique a été modeste, comparée aux relations avec la France ou la Chine, mais durable, notamment dans les secteurs sécuritaires et éducatifs. Cet héritage historique joue un rôle important dans le positionnement de Brazzaville depuis le début du conflit russo-ukrainien. Bien que la diplomatie congolaise se présente comme neutre par rapport à ce conflit, les relations russo-congolaises ont été réactivées alors que l'Europe et les États-Unis s'efforcent d'isoler la Russie. Cette réactivation a pris deux formes, les visites de haut niveau et les échanges économiques et militaires. D'une part, depuis février 2022, les visites officielles se sont intensifiées entre les deux États. 6 visites ont eu lieu de 2022 jusqu'à fin septembre 2024. Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Moscou 2 fois depuis 2022. Il a participé au sommet Russie-Afrique des 27 et 28 juillet 2023, à la suite duquel il a prolongé son séjour à Saint-Pétersbourg en compagnie de Vladimir Poutine. Au cours d'une nouvelle visite en juin 2024 en Russie, Denis Sassou Nguesso était accompagné d'une délégation de 75 membres, dont les figures majeures du régime dans le domaine de la sécurité, comme Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères depuis 2004, a été accueilli à Oyo en juillet 2022 et juin 2024. Lors de sa dernière visite, le ministre russe a salué la position équilibrée du Congo.
sur l'Ukraine. D'autre part, les relations économiques et militaires entre Moscou et Brazzaville perdurent dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Avant le conflit, en 2021, le Congo s'est procuré plusieurs vedettes d'assaut B4-10 auprès de l'agence étatique Rosoboronexport, officiellement pour lutter contre la piraterie. En octobre 2019, le gouvernement congolais a autorisé la Russie à envoyer des instructeurs, des navires et des avions militaires à partir d'avril 2021 au Congo. Du 14 au 17 septembre 2024, un navire-école de la marine russe, le Smolny, a mouillé à Pointe-Noire. En outre, le 16 septembre 2024, un accord a été conclu pour que l'entreprise russe ZNGS Promtey, en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo, construise un oléoduc entre Pointe-Noire et Brazzaville. Déjà évoqué avant la pandémie de Covid-19, ce projet d'oléoduc est relancé en pleine crise internationale. Bien que Lukoil ne soit qu'un partenaire minoritaire associé à la compagnie italienne Eni au Congo depuis 2019, les velléités d'expansion au Congo sont confirmées et les annonces récentes couplées à l'intensification des rencontres de haut niveau entre les deux pays laissent à penser que la Russie pourrait ne pas seulement pratiquer un simple positionnement stratégique. Même si les relations économiques entre le Congo et la Russie demeurent limitées par rapport aux échanges avec la Chine et la France, l'établissement de nouveaux liens économiques entre Brazzaville et Moscou en période de crise internationale est le signe d'un incontestable rapprochement. 4 et 5 octobre organisé en France, mais a participé au sommet des BRICS à Kazan qui s'est tenu du 22 au 24 octobre 2024. Enfin, depuis le début du conflit russo-ukrainien, la diplomatie congolaise s'abstient ou s'absente lors des votes à l'Organisation des Nations Unies, ONU, sur ce sujet et elle a même voté contre l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme avec 23 autres États tels que la Chine, le Vietnam ou Cuba dans un vote aux airs de Roland de guerre froide. Tableau des visites bilatérales entre la République du Congo et la Russie depuis 2021. Du 22 au 24 octobre 2024, visite du président congolais, Denis Sassou Nguesso, prévue en Russie autour du 16e sommet des BRICS à Kazan. Le 28 septembre 2024, participation du ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, à Moscou, à la 7e commission mixte russo-congolaise. Du 25 au 29 juin 2024, visite d'État à Moscou du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Du 4 au 6 juin 2024, visite au Congo du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Du 26 au 30 juillet 2023, visite en Russie du président congolais, Denis Sassou Nguesso, autour du 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Du 27 au 28 juillet 2023. Du 21 au 23 septembre 2022, visite au Congo du vice-ministre russe de l'énergie, Pavel Sorokin, à l'occasion de la 6e commission mixte russo-congolaise. Le 25 juillet 2022, visite au Congo du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Du 23 au 24 octobre 2019, participation du président congolais, Denis Sassou Nguesso, au premier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Du 20 au 23 mai 2019, visite officielle à Moscou du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Ici, l'affirmation que les pays défendent avant tout leurs intérêts revêt tout son sens. La Russie, mise sur le banc des accusés de la communauté internationale, a désespérément besoin de soutien sur le conflit qu'elle a avec toute l'Europe à cause des opérations qu'elle mène en Ukraine. Chaque soutien est capital. C'est cela que les spin doctors ont soufflé à Sassou en quête de légitimation et de reconnaissance internationale. Ce faisant, Sassou fait d'une pierre deux coups. Faire chanter la France et le bloc occidental, et en même temps, endosser le costume de l'acteur anti-France-Afrique, très populaire auprès de la jeunesse panafricaine. Poutine le lui rend bien en le recevant en grande pompe au Kremlin, signe de reconnaissance internationale par une grande puissance. Tableau des votes de la République du Congo à l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la Russie sur la guerre en Ukraine. Voici les différents votes à l'ONU de la République du Congo sur les différentes résolutions sur le problème ukrainien. Pour la résolution 78/316. Sûreté et sécurité des installations nucléaires de l'Ukraine, notamment de la centrale nucléaire de Zaporijia du 11 juillet 2024. Vote du Congo, abstention. Pour la résolution ES 11/6. Principe de la Charte des Nations Unies sous-tendant une paix globale, juste et durable en Ukraine du 23 février 2023. Vote du Congo, abstention.
Pour la résolution ES 11/5. Agression contre l'Ukraine, recours et réparation. Du 14 novembre 2022. Vote du Congo, abstention. Pour la résolution ES 11/4. Intégrité territoriale de l'Ukraine, défendre les principes de la Charte des Nations Unies du 12 octobre 2022. Vote du Congo, abstention. Pour la résolution ES 11/3. Suspension des droits de membres de la Fédération de Russie au Conseil des droits de l'homme du 7 avril 2022. Vote du Congo, contre. Pour la résolution ES 11/2. Conséquences humanitaires de l'agression contre l'Ukraine du 24 mars 2022. Vote du Congo, abstention. Pour la résolution ES 11/1. Agression contre l'Ukraine du 2 mars 2022. Vote du Congo, abstention. Pour la résolution 68/262. Intégrité territoriale de l'Ukraine, 27 mars 2014. Vote du Congo, absence. Ces votes en disent long sur le soutien de Sassou à Poutine sur le problème ukrainien. En retour, Poutine lui accorde la légitimité internationale. Au Conseil de sécurité, Poutine peut bloquer, à son tour, toute résolution qui pourrait mettre Sassou en difficulté, les crimes contre l'humanité ou de guerre, par exemple. Ainsi, Sassou acquiert la légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur à l'extérieur pour consolider son pouvoir. La relance des relations russo-congolaises depuis le début de la guerre en Ukraine correspond à une convergence d'intérêts. La Russie a besoin de montrer qu'elle n'est pas isolée malgré les sanctions européennes et anglo-saxonnes, tandis que le Congo souhaite manifester sa distance à l'égard des Européens et des Américains. Pour le pouvoir congolais, la réactivation des rapports avec Moscou permet d'envoyer des messages à plusieurs destinataires. Un message d'indépendance aux Congolais en particulier et aux Africains en général, qui sont critiques de la politique de la France sur le continent. Et un avertissement aux Européens et aux Américains de ne pas critiquer son régime autocratique. La mise en scène autour de la proximité avec la Russie de Vladimir Poutine en pleine guerre avec l'Ukraine, armée par les membres de l'OTAN, n'empêche pas les diplomaties états-uniennes et françaises de voir en Denis Sassou Nguesso un acteur essentiel de la stabilité dans la sous-région du bassin du Congo. Le contexte de hausse des rivalités entre grandes et moyennes puissances que le monde connaît actuellement représente une opportunité bien comprise par le régime qui les utilise pour faire passer des messages vis-à-vis du bloc occidental et ainsi gagner en pouvoir de négociation vis-à-vis des grandes puissances. Ouverture sur le Moyen-Orient. La diversification des partenariats internationaux du Congo passe également par le Moyen-Orient, notamment par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les visites du président Denis Sassou Nguesso et de son fils, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, à Abu Dhabi, se multiplient, permettant officiellement de renforcer la coopération dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. De plus, pour discuter de la coopération entre les deux pays et de sa médiation en Libye, le président congolais s'est rendu à Abu Dhabi du 8 au 13 février 2024. La société Emiracy Abu Dhabi Port est par ailleurs en lice pour un projet d'extension du terminal à containers de Pointe-Noire. En mai 2024, l'enquête Dubaï Unlocked 28 a révélé que l'épouse de Denis Christelle Sassou Nguesso possédait depuis février 2018 une villa à Dubaï estimée à 3,5 millions, tandis que le ministre de l'Intérieur, Raymond Boulou, avait acquis en 2016 une villa d'une valeur 3,3 millions d'euros. Les dates d'achat de ces propriétés sont postérieures à l'ouverture d'enquêtes sur les biens mal acquis en France, à partir de 201 529, et aux États-Unis, à partir de 2020, contre des membres de la famille Sassou Nguesso et de la garde rapprochée du président congolais. De son côté, la relation avec l'Arabie saoudite prend de l'ampleur depuis 2018 avec la signature d'accords dans le secteur agricole, visant à exploiter les vastes terres arables du Congo. L'annonce en 2023 de l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Arabie saoudite à Brazzaville devrait marquer une nouvelle étape dans cette coopération. En 2013, le Qatar était devenu un partenaire économique du Congo, en prenant notamment des parts à hauteur de 15% dans Total Congo, en vue de la future exploitation du plus grand champ pétrolifère congolais, celui de Moho Nord. Le rapprochement avec la Russie, l'ouverture aux partenaires du Moyen-Orient et l'émergence du rôle du fils s'inscrivent dans la stratégie du Congo, visant à diversifier ses relations économiques à travers le monde, tout en renforçant son rôle diplomatique là où souvent intérêts de l'État et de la famille Sassou Nguesso se confondent.
Dette et secteur énergétique, de la diversification des partenariats à la multidépendance. Pour sa dette comme pour le secteur énergétique, l'État congolais est passé d'une phase de diversification des partenariats à une multidépendance dans un contexte de rivalité internationale accrue. Ces rivalités se traduisent par un bras de fer entre la Chine et les acteurs occidentaux concernant la dette congolaise. Par ailleurs, le secteur énergétique congolais est au cœur des enjeux économiques et géopolitiques du pays et détermine la plupart de ses relations avec l'extérieur. La stratégie congolaise consiste à renforcer sa position dans ce domaine en multipliant les partenariats étrangers sans aller jusqu'à rompre la relation privilégiée avec la France. Bras de fer sino-occidental autour de la dette congolaise. Depuis les années 2010, la question de la dette et de ses créanciers étrangers est devenue centrale dans la rivalité entre la Chine et les acteurs occidentaux en République du Congo. En effet, après une période de largesse financière chinoise qui avait réduit l'influence des institutions de Bretton Woods, celles-ci sont de nouveau nécessaires pour soutenir le budget congolais. Surendetté, le régime congolais est actuellement pris entre le marteau et l'enclume. En hausse depuis 15 ans, la dette publique de la République du Congo représentait en 2023 99% de son produit intérieur brut, PIB, pour un montant d'environ 14,1 milliards de dollars. Sa dette intérieure est également en nette hausse à 59,6% du PIB, fin 2333. Selon la Banque mondiale, en 2023, 40% de la dette totale était détenue par des créanciers bilatéraux et 28% par la Chine seule. La dette commerciale représente près d'un cinquième du total, dont la moitié était due aux négociants en pétrole. Alors que le Congo cherche à diversifier ses partenariats et à peser sur la scène internationale, son endettement public le contraint fortement dans sa capacité d'action et de projection. C'est à partir de la baisse du cours du pétrole en 2015 qu'une nouvelle crise de la dette est apparue au Congo. Selon la plateforme Dette et Développement, les projets de grands travaux, voirie, assainissement, gares routières, aéroports et héliports, des réseaux d'électricité et d'adduction d'eau, etc., et le programme de municipalisation accélérée ont été la cause principale de l'accélération de l'endettement public pendant la période 2010 à 2016. Les prêts chinois, qui avaient débuté par un méga-contrat de plusieurs milliards en 2006 et la baisse du prix du baril ont conduit à une situation de surendettement. En 2019 et en 2022, le gouvernement congolais n'a eu d'autre choix que de négocier des accords de restructuration de sa dette pour obtenir l'assistance financière du FMI. Ces échéances rapprochées, 2019 et 2022, s'expliquent en grande partie par les dettes cachées par le régime. En janvier 2022, le Congo a conclu un nouvel accord avec le FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Pourtant, malgré la hausse des prix du pétrole et les accords de restructuration de la dette, le pays est toujours considéré par le FMI comme en situation de surendettement en raison d'une faible croissance, 1,9% en 2023, de l'accumulation fréquente de nouveaux arriérés extérieurs et de l'incertitude entourant l'ampleur des arriérés intérieurs. Dans son dernier rapport en juillet 2024, le FMI estimait que la dette publique est jugée viable, mais en détresse en raison de l'accumulation fréquente de nouveaux arriérés extérieurs et de l'incertitude persistante quant à l'ampleur des arriérés intérieurs. En outre, les agences de notation considèrent cette dette comme très spéculative. Le régime congolais a, en effet, contracté des dettes envers des entités privées, souvent engageant sa production pétrolière. Certes, l'endettement de ce type soulage temporairement les finances publiques, mais il est marqué par une grande opacité et des taux d'intérêt très élevés. Les créanciers privés ont ainsi pris une place importante dans la structure de la dette depuis une dizaine d'années, détenant aujourd'hui 42% de la dette. Environ 20% de la dette de l'État congolais est détenue plus spécifiquement par des créanciers privés chinois. Or, la négociation pour une restructuration de la dette, voire des effacements, est bien plus difficile avec ce type d'acteurs qu'avec des bailleurs du Club de Paris. En y faisant appel, le Congo fragilise sa position de négociation et renforce encore un peu plus son image de pays risqué pour l'investissement. À titre d'exemple, la Comisimpex de Mohsen Ojeï est en conflit ouvert avec les autorités congolaises. Depuis plusieurs années, cette société libanaise, qui est aussi le plus gros créancier privé de l'État congolais, tente de se faire rembourser un prêt évalué à 1,7 milliard d'euros au 30 septembre 2023. Dans le cadre des procédures judiciaires ayant donné raison à Comisimpex,
le Falcon 7X du président de la République du Congo a été saisi à l'aéroport de Bordeaux en 2020 puis vendu pour 7 millions d'euros aux enchères, en octobre 2023. Surendetté, le régime congolais a dû accepter en 2019 l'assistance du FMI, c'est-à-dire des conditionnalités et une surveillance de sa situation budgétaire par cet organisme multilatéral. Le FMI a imposé une cure d'austérité budgétaire et tente d'imposer des réformes de gestion des finances publiques. Le principal créancier public du Congo, la Chine, est aussi son premier partenaire commercial et réticent à des annulations de dettes. Par ailleurs, des clauses dans les contrats de prêt lui garantiraient d'être remboursé en pétrole en cas de difficulté de paiement de l'État congolais. Cette opacité et ces clauses ont été au cœur des inquiétudes des acteurs de la société civile lors du vote d'un projet de loi en 2017 portant sur l'acceptation des prêts concessionnaires provenant de l'État chinois. Désormais, le régime congolais est fortement contraint sur le plan financier. Il doit rembourser ses créanciers et faire des économies. Paradoxalement, alors que la Chine a été son bailleur alternatif au FMI, son surendettement envers ses créanciers l'a obligé à se tourner de nouveau vers le FMI. La quête d'une diversification financière a conduit à la multidépendance financière et au retour du diktat autrefois dénoncé des institutions de Bretton Woods. Ouvert avec les autorités congolaises. Depuis plusieurs années, cette société libanaise, qui est aussi le plus gros créancier privé de l'État congolais, tente de se faire rembourser un prêt évalué à 1,7 milliard d'euros. 30 septembre 2023. Dans le cadre des procédures judiciaires ayant donné raison à Comisimpex, le Falcon 7X du président de la République du Congo a été saisi à l'aéroport de Bordeaux en 2020 puis vendu pour 7 millions d'euros aux enchères, en octobre 202 339. Surendetté, le régime congolais a dû accepter en 2019 l'assistance du FMI, c'est-à-dire des conditionnalités et une surveillance de sa situation budgétaire par cet organisme multilatéral carent. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels? Eh bien, ils continuent de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût, et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreux International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employés payés, mais juste un administrateur, qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier.
Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Le FMI a imposé une cure d'austérité budgétaire et tente d'imposer des réformes de gestion des finances publiques. Le principal créancier public du Congo, la Chine, est aussi son premier partenaire commercial et est réticent à des annulations des dettes. Par ailleurs, des clauses dans les contrats de prêt lui garantiraient d'être remboursé en pétrole en cas de difficulté de paiement de l'État congolais. Cette opacité et ces clauses ont été au cœur des inquiétudes des acteurs de la société civile lors du vote d'un projet de loi en 2017 portant sur l'acceptation des prêts concessionnaires provenant de l'État chinois car désormais, le régime congolais est fortement contraint sur le plan financier. Il doit rembourser ses créanciers et faire des économies. Paradoxalement, alors que la Chine a été son bailleur alternatif au FMI, son surendettement envers ses créanciers, y compris chinois, l'a obligé à se tourner de nouveau vers le FMI. La quête d'une diversification financière a conduit à la multidépendance financière et au retour du diktat autrefois dénoncé des institutions de Bretton Woods. Un jeu d'influence dans le secteur énergétique toujours dominé par la France. La République du Congo est le 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Angola. Les efforts de diversification de l'économie, notamment par le développement de l'industrie agroforestière et de l'industrie minière, ont eu pour l'instant très peu d'impact sur la structure de l'économie congolaise. Le pétrole représente toujours près de 80% des recettes d'exportation et environ 75% des revenus de l'État congolais. L'enjeu est non seulement économique, mais aussi géopolitique. En multipliant les partenariats, le Congo se place comme un acteur énergétique clé en Afrique centrale, tout en jouant de la rivalité entre les entreprises pour consolider sa propre souveraineté. Cette stratégie permet à Denis Sassou Nguesso de maintenir une pression constante sur ses partenaires historiques, notamment la France, sans pour autant rompre avec eux. Exploitant le champ de Mo au nord, Total Energy est le premier opérateur avec 43 215 952 barils en 2022, loin devant les 14 973 349 barils en 2022 de la société italienne Eni, qui est dépassée par le groupe franco-britannique Perenco et ses 17 20 242 barils en 2022, tandis que la société chinoise Wingwa tournait à 8 566 597 barils en 2022. Total Energy demeure, après la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, l'entreprise qui perçoit le plus de revenus de l'exploitation des hydrocarbures congolais, près du double des parts de revenus d'Eni en 2022, 9,24% vs 5,23%. La compagnie chinoise Wingwa et la compagnie russe Lukoil perçoivent chacune environ 10 fois moins que Total Energy. Les relations entre le Congo et la France sont marquées par des périodes de tension, particulièrement depuis la saisie par la justice française de biens immobiliers de la famille Sassou dans le cadre de la procédure judiciaire dite des biens mal acquis. Le président congolais a adopté une approche stratégique dans ses interactions avec la France, en alternant entre coopération et pression diplomatique, utilisant habilement l'intérêt d'autres acteurs énergétiques, notamment la compagnie italienne Eni qui est présent au Congo depuis environ 50 ans. Ainsi, lors des hésitations du président François Hollande concernant le référendum constitutionnel sur la limite de mandat présidentiel de 2016, Denis Sassou Nguesso avait utilisé Eni pour envoyer un message à Paris. Le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Matteo Renzi s'était rendu alors plusieurs fois à Brazzaville et la part d'Eni dans l'exploitation des hydrocarbures avait augmenté, ce qui pouvait s'apparenter à une réponse de Sassou à la France. Eni et son partenaire minoritaire à 25%, le russe Lukoil,
sont utilisés pour faire peur mais sans constituer une véritable menace pour Total Energy. De la même manière, Winghua, la filiale du groupe chinois Suzernpec, est montée en puissance ces dernières années sans réellement menacer la place de Total Energy tout en contribuant à exercer une certaine pression sur la France. Sassou sait que la France reste un acteur clé dans l'économie de son pays, mais en jouant sur la concurrence, il s'assure une plus grande marge de manœuvre diplomatique et économique. En somme, il cherche à imposer des lignes rouges à la France sur des questions politiques, notamment en matière de gouvernance et de droits humains, tout en tirant parti des rivalités entre compagnies pétrolières, soutenues par leurs États d'origine. Malgré tout, Total Energy EP Congo s'est vu renouveler en 2020 le contrat de concession du terminal de Djeno, qui traite plus de 90% de la production de pétrole brut du pays, pour 20 ans. Le gaz naturel liquéfié, guerre en Ukraine et rapprochement énergétique avec la Russie et l'Italie. À la faveur de la nouvelle donne énergétique créée par la guerre en Ukraine. Le Congo se lance maintenant dans la production de GNL grâce au consortium italo-russe Eni Lukoil. En 2023, ce consortium a signé un contrat d'approvisionnement en gaz et le premier terminal de GNL au large de Pointe-Noire est devenu opérationnel au début de cette année. Lors du sommet Italie-Afrique qui s'est tenu à Rome en 2024, la délégation congolaise menée par le président Denis Sassou Nguesso a participé aux discussions économiques, incluant des questions énergétiques stratégiques comme le GNL. L'Italie souhaite consolider ses relations avec les pays africains producteurs d'énergie et être la porte d'entrée du GNL pour le sud de l'Europe. Pour le Congo, ces partenariats sont cruciaux pour assurer un soutien financier et technique dans le cadre de ses projets de diversification économique. Le développement du GNL au Congo a pris une importance croissante ces dernières années. En août 2022, Eni a acquis la barge Tango FLNG2. La société Exmar permettant d'accélérer la production de GNL à partir du bloc offshore Marine 12 dont Eni est l'opérateur à 65%. Avec une capacité de production annuelle de 0,6 million de tonnes de GNL MTPA, l'exploitation est prévue pour être opérationnelle en 2025. En outre, Eni a signé un contrat en décembre 2022 avec Wison Heavy Industries 55 pour la construction et l'installation d'une seconde unité flottante de production de GNL de plus grande capacité. Celle-ci aura la capacité de stocker plus de 180 000 m3 de GNL et 45 000 m3 de GPL. Avec ces deux unités flottantes, la production totale de GNL au Congo atteindrait 3 millions de tonnes par an d'ici 2025 et pourrait rapporter entre 1 et 2 milliards de dollars par an. Le développement du GNL au Congo constitue un paradoxe géopolitique de taille. Un consortium dont un des partenaires est une compagnie russe aide l'Europe à trouver une source d'approvisionnement en gaz alternative à la Russie. Cette diversification économique est donc, pour l'heure, avantageuse pour le Congo et l'Europe. Diplomatie de la médiation, activisme et inefficacité. En août 2024, le nom du président Denis Sassou Nguesso a circulé comme potentiel médiateur de la discorde entre l'ex-président libérien George Weah et son successeur Joseph Boakai. Depuis le décès d'Omar Bongo 58 en 2009, le président congolais occupe le rôle de doyen parmi les chefs d'État africains et de médiateur de nombreux conflits, lui conférant à peu de frais une image de grand sage et de stabilisateur. Il a développé une diplomatie de la médiation, notamment en Afrique chez ses voisins, et souvent en lien avec les intérêts réels ou supposés de la diplomatie française. Le médiateur continental en chef. Le Congo s'est investi dans des conflits en Afrique, mais également en dehors du continent. Omnipotent et souvent répressif en interne, le président congolais construit, par opposition, une image d'homme de paix et de dialogue à l'international. La multiplication des conflits et la prolifération des coups d'État sur le continent africain lui offrent autant d'opportunités d'affirmer son rôle de président médiateur. Ces dernières années, le président du Congo s'est impliqué dans les résolutions des conflits suivants: RDC-Rwanda en 2012 à 2013, Libye, République centrafricaine. Il s'agit de s'affirmer sur la scène diplomatique et d'être perçu comme un acteur de paix. Cependant, les médiations de Denis Sassou Nguesso sont plutôt inefficaces. Concernant le conflit libyen, Denis Sassou Nguesso agit au nom de l'UA depuis 2017 sans avoir obtenu de résultats probants. En 2014, le président congolais a orchestré l'accord de Brazzaville entre le gouvernement centrafricain de l'époque et les groupes armés. Signé par ces derniers contre rémunération, cet accord a été dénoncé quelques jours après sa conclusion par certains de ses signataires.
C'est finalement le régime soudanais d'El-Béchir qui a parrainé en 2017 l'accord de Khartoum en posant les bases de la coexistence entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Cet accord reste de référence pour les autorités centrafricaines. En avril 2021, au Tchad, lors de la transition provoquée par le décès d'Idriss Déby Itno, le président tchadien, les tentatives de Denis Sassou Nguesso, alors président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour devenir médiateur, furent infructueuses. C'est Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui a parrainé les accords de Kinshasa du 31 octobre 2023 permettant à Succès Masra, principal opposant au fils d'Idriss Déby, de pouvoir rentrer pour se présenter à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Paix en Ukraine et président médiateur. En juin 2023, le président de la République du Congo fut pressenti pour faire partie d'une délégation de chefs d'État africains chargés de délivrer un message de paix à Moscou et à Kiev. Face à la guerre en Ukraine qui affecte fortement les économies africaines dépendantes du blé russe et ukrainien, la délégation africaine souhaitait faire entendre une voix médiane. Pourtant, le rôle de Denis Sassou Nguesso dans cette tentative fut tout sauf honorifique. En effet, un de ses collaborateurs de longue date, l'homme d'affaires français, Jean-Yves Olivier, à la tête de la Fondation Brazzaville pour la paix et la préservation de l'environnement, en serait un des artisans. Les désaccords profonds entre les États africains quant à la ligne à tenir sur ce conflit et le fait que les institutions de l'UA ont d'abord vocation à s'occuper de l'Afrique ont conduit à ce que la mission de médiation n'obtienne pas de mandat officiel de l'UA. Jean-Yves Olivier est également connu comme consultant pour Rosatom, l'entreprise russe de nucléaire civil, et 4 des pays concernés penchent plutôt pour la Russie bien que se présentant officiellement comme non alignés: l'Égypte, l'Afrique du Sud, la République du Congo et l'Ouganda. Finalement, bien que reçue par le président ukrainien Zelensky, cette mission a vu sa proposition de médiation être refusée par ce dernier, qui dénonça même une tromperie. Sassou n'y a finalement pas participé, annonçant son retrait au dernier moment officiellement pour des raisons de sécurité. Il fut remplacé par Florent Tsiba, ministre d'État à la présidence. Cette initiative montre les limites d'une diplomatie pilotée par Sassou à travers des personnes de confiance jouant le rôle de shadow diplomate et d'hommes de réseau non officiels. À ce titre, 2 personnalités émergent, Jean-Yves Olivier et Christelle Sassou Nguesso. Le dirigeant de la Fondation Brazzaville met en œuvre une diplomatie parallèle au service du pouvoir congolais, au point que cette fondation apparaisse comme un ministère des Affaires étrangères bis. Il a organisé une rencontre entre opposants libyens du 11 au 13 mai 2018 à Dakar et il a préparé la visite de la délégation africaine en se rendant à Moscou en décembre 2022 pour échanger avec les représentants de la diplomatie russe. Jean-Yves Olivier ne se contente pas de jouer les intermédiaires de l'ombre mais travaille à redorer l'image du Congo, notamment à travers l'instrumentalisation des enjeux de protection de l'environnement. À ce titre, sa fondation est aussi engagée dans la préservation de l'environnement et il a été nommé en 2018 ambassadeur de bonne volonté du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En se positionnant comme médiateur des conflits africains, le président congolais donne à son régime une dimension internationale et obtient un crédit diplomatique dans les capitales occidentales qui lui évite des critiques plus sévères en matière de respect des droits humains et de gouvernance politique. Toutefois, cette diplomatie de la médiation et de la paix contraste avec la politique intérieure répressive et les achats secrets d'armes du régime. Entre 2015 et 2020, c'est-à-dire entre le référendum constitutionnel mettant fin à la limite des mandats présidentiels et juste avant l'élection présidentielle de mars 2021 débouchant sur la réélection pour un 7e mandat de Denis Sassou Nguesso, la République du Congo aurait acheté environ 500 tonnes d'armes à l'Azerbaïdjan par l'intermédiaire d'une entreprise bulgare. Ces armes auraient servi pour la répression de la population congolaise opposée au maintien au pouvoir du président congolais en 2015 à 2016 ainsi que lors de la reprise de la guerre. Dans le département du Poul en 2017. Diplomatie climatique, entre prestige des nouvelles rentes. Avec le Cameroun, la République centrafricaine, la RDC, le Gabon et la Guinée équatoriale, la République du Congo fait partie du bassin forestier du Congo dont la superficie atteint 268 millions d'hectares. Environ 70% du territoire congolais est couvert par la forêt. À l'heure de la prise de conscience mondiale de la nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique, cela fait de ce pays un acteur incontournable sur le sujet. Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial, en absorbant et conservant d'importantes quantités de CO2.
Le prestige d'être fréquentable parmi les fréquentables. Les régimes d'Afrique centrale ont compris l'intérêt de s'engager dans la diplomatie environnementale via la participation aux forums multilatéraux, qui permet à la fois de redorer son image et de capter de nouvelles rentes, aides bilatérales, programmes mondiaux pour la protection de la biodiversité, etc. Le régime congolais a adopté cette stratégie en devenant le champion de la préservation des forêts d'Afrique centrale, en se spécialisant depuis plusieurs années dans l'accueil de sommets internationaux sur la gestion des forêts. Le Congo a initié l'Alliance forestière des trois bassins, Amazonie, Congo et région Bornéo-Méconyasie du Sud-Est, dont le premier sommet fut organisé à Brazzaville en 2011. Un second sommet fut à nouveau organisé à Brazzaville en octobre 2023. En juillet 2024, la Conférence internationale d'afforestation et de reboisement, encore organisée dans la capitale congolaise, avait pour objectif officiel de permettre d'augmenter la superficie forestière dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. L'organisation de ces rencontres internationales a inscrit la capitale congolaise sur la carte mondiale de la diplomatie de la lutte contre le changement climatique. Cette diplomatie permet d'être fréquentable parmi les fréquentables et à Denis Sassou Nguesso d'être publiquement salué et félicité par le président Emmanuel Macron à l'occasion du sommet des trois bassins, organisé à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023. Le président des États-Unis a publiquement évoqué l'intérêt de travailler avec le Congo sur la préservation des forêts d'Afrique centrale. Arlette Soudan-Nono, ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable et ancienne attachée de presse et membre de la famille, a occupé une place de choix lors de l'initiative de Paris pour les forêts d'Afrique centrale, en octobre 2021. Cet événement fut soutenu par le groupe Le Monde et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a remercié Denis Sassou Nguesso lors de son discours d'ouverture. Conscient de l'effet d'affichage de cette diplomatie, le président congolais se présente désormais en écologue et ses réseaux d'influence le font savoir jusque dans les rues de Paris. Paris, un secteur florissant. Investir dans l'adaptation au changement climatique est également un enjeu financier. À travers les projets de séquestration carbone ou de conservation de la biodiversité, le secteur forestier constitue une nouvelle manne pour l'État congolais comme pour ses commis. En effet, de nombreux acteurs occidentaux financent la conservation des forêts au Congo via l'initiative onusienne pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, qui se donne pour objet de lutter contre le changement climatique, protéger les forêts, réduire la pauvreté et contribuer au développement durable. Cette initiative, dont le Congo est membre bénéficiaire depuis 2019, dispose d'un fonds fiduciaire dont les deux premiers bailleurs sont les gouvernements norvégiens, 473 millions de dollars, et allemand, 277 millions de dollars, deux pays souhaitant se montrer à la pointe de l'adaptation au changement climatique. Des organismes tels que l'Agence française de développement, le Fonds français pour l'environnement mondial et l'Union européenne financent également la préservation de la forêt avec des montants de plusieurs millions d'euros, ce qui est sans commune mesure avec les budgets des projets consacrés à la démocratie ou à la défense des droits humains. Outre les financements étrangers publics pour la préservation de la forêt, le Congo essaie de développer aussi activement le marché des crédits carbone. En 2013, le gouvernement a lancé son premier projet carbone et a obtenu la certification pour participer au marché des crédits carbone. Une task force carbone forestier a été mise en place par le ministère de l'économie forestière 83. Le groupe Total Energy développe des activités de compensation d'émissions de CO2 par la plantation d'arbres au Congo, avec le projet Basséassi présenté comme un partenariat pionnier du développement durable en République du Congo. Ce projet, couvrant une superficie de 55 000 hectares, est un exemple parmi de nombreux projets de plantation d'arbres pour capter le CO2. En parallèle, avec le programme Ecozamba, un marché des crédits carbone s'est localement mis en place à l'initiative de la Société nationale du pétrole congolais, SNPC. Les retombées financières. Un nouvel enjeu de redevabilité. Bien que le gouvernement de Sassou Nguesso se positionne en champion de la protection de l'environnement sur la scène internationale, des contradictions importantes persistent au Congo-Brazzaville. La première provient de la structure de l'économie congolaise. Comme précédemment expliqué, celle-ci est basée sur la production d'hydrocarbures et le développement des secteurs extractifs, y compris l'exploitation forestière. Or, la déforestation continue à peu près au même rythme depuis 2017. Plusieurs acteurs de la société civile affirment que la coupe illégale de bois se poursuit sans interruption malgré un nouveau code forestier adopté en 2020 et les engagements internationaux.
De même, le braconnage est un problème persistant qui menace la biodiversité de la forêt congolaise. Ainsi, la contradiction est évidente entre l'économie congolaise qui repose sur des secteurs polluants, hydrocarbures, mines, et une diplomatie environnementale très active. La seconde contradiction résulte des effets pervers de la politique environnementale congolaise. Le développement de ce nouveau secteur semble s'accompagner de la même mauvaise gouvernance que dans les autres secteurs économiques. Les projets de plantation d'arbres pour capter le CO2, bien qu'ils semblent positifs d'un point de vue environnemental, posent des problèmes en termes de droits des populations locales. Les peuples autochtones, tels que les Pygmées Baka, Aka et Kola, se trouvent particulièrement marginalisés par ces politiques. Les conflits d'usage des terres se sont multipliés entre les communautés locales, les entreprises et les pouvoirs publics. Les projets de conservation forestière limitent l'accès aux ressources naturelles dont ces communautés dépendent pour leur subsistance, ce qui accroît leur insécurité alimentaire. Le projet de Total Energy, Baseasi, pour Bateke Carbon Sink, lancé officiellement en 2022, est ainsi critiqué par certains pour l'expulsion des agriculteurs qu'il aurait provoqué. Des critiques contestées par la firme. Cet engagement dans la diplomatie environnementale porte actuellement ses fruits. Elle a été fortement bénéfique pour le régime au moment des répressions de 2015 à 2016 et la reprise du conflit dans le Pool en 2017. Alors que les critiques internationales se faisaient de plus en plus pressantes contre Denis Sassou Nguesso, la diplomatie forestière a remis le Congo au centre d'un jeu d'influence mondiale et a contribué à faire progressivement oublier les critiques de la répression. En conclusion, cette analyse met en évidence le lien parfois consubstantiel qui existe entre la politique étrangère et la politique intérieure. Les soutiens extérieurs sont en grande partie les garants de la survie du régime. Mais plus le contexte international change, plus la recherche de nouveaux soutiens s'accélère. Le Congo illustre cette stratégie, le régime souhaitant à la fois redevenir fréquentable pour les puissances occidentales et trouver de nouveaux alliés. Sur le plan économique, la dépendance aux hydrocarbures place le Congo dans une position fragile, exposé aux fluctuations des prix mondiaux. Bien que le pays soit un producteur majeur de pétrole en Afrique subsaharienne, l'intensification de la concurrence et les défis posés par la transition énergétique obligent Brazzaville à repenser sa stratégie économique. La gestion de la dette, en particulier envers la Chine et les créanciers privés, ainsi que l'accord avec le FMI témoignent des contraintes croissantes sur un régime financièrement aux abois. Parallèlement, la diplomatie climatique s'est imposée comme une nouvelle voie d'influence pour le Congo. Le pays a su exploiter son rôle dans la préservation de la forêt tropicale pour projeter une image d'État responsable et engagé dans la lutte contre le changement climatique. Cet engagement lui permet de consolider ses relations avec des partenaires traditionnels comme la France et Total Energy, tout en attirant de nouveaux soutiens financiers. L'enjeu de la forêt devient ainsi un atout majeur dans les négociations internationales, offrant au régime des marges de manœuvre supplémentaires. Tant d'énergie déployée pour la sauvegarde de son système grâce à la diplomatie, point sur lequel Denis Sassou Nguesso a dépensé des milliards de dollars à la poursuite d'une légitimation de son pouvoir par la communauté internationale. Quel est l'événement majeur qui a donné aux dirigeants africains cette liberté de choix de partenaires diplomatiques, militaires et économiques? Revisitons l'histoire et quelques causes des indépendances des pays africains. Pourquoi et comment l'Afrique est devenue le principal terrain d'affrontement des grandes puissances, USA, la Russie et la Chine principalement? Un éclat de rire, un discours, et l'histoire bascule. Le 26 juillet 1956, Nasser frappe fort. Il nationalise le canal de Suez. La riposte franco-britannique vire au fiasco. Nasser défie l'Occident et s'empare du canal de Suez. En ce 26 juillet 1956, Gamal Abdel Nasser, président égyptien, fait exploser les ondes radio du monde arabe. Devant une foule immense réunie à Alexandrie, il annonce la nationalisation de la Compagnie universelle du canal de Suez, jusque-là gérée par les intérêts franco-britanniques. Cette décision, présentée comme une revanche contre l'humiliation coloniale, vise à financer le barrage d'Aswan, après le refus américain et britannique de le soutenir. Mais derrière ce coup d'éclat, c'est un défi direct lancé aux puissances européennes. Nasser veut reprendre le contrôle de l'économie égyptienne, s'affirmer comme le leader du monde arabe et dénoncer l'ingérence occidentale. Il sait que le canal est vital pour l'Europe, par lequel transite une grande partie de son pétrole. Le message est clair. Le canal est désormais à nous.
Une riposte militaire qui tourne à l'humiliation. Paris et Londres s'estiment trahis. Actionnaires majoritaires et gestionnaires historiques du canal, ils voient dans cet acte un affront inacceptable. D'autant que l'Égypte de Nasser soutient ouvertement le FLN algérien, ce qui exaspère la France. La riposte se prépare en coulisses, avec un allié de circonstance, Israël. Depuis 1955, le Caire bloque l'accès du canal et du golfe d'Aqaba aux navires israéliens, un acte perçu comme une menace existentielle. Le 29 octobre 1956, Tsahal envahit le Sinaï et Gaza. 2 jours plus tard, les troupes britanniques et françaises bombardent l'Égypte. C'est l'opération Mousquetaire. 60 000 hommes, 300 avions de combat, 6 porte-avions sont mobilisés pour faire plier Nasser. Mais la contre-attaque vire au cauchemar diplomatique. Les États-Unis de Dwight Eisenhower et l'URSS de Nikita Khrouchtchev s'opposent fermement à l'opération. L'ONU entre dans la danse. Le 6 novembre, les troupes sont forcées de se retirer. C'est une gifle historique pour 2 puissances en déclin. Le triomphe politique de Nasser, héros du tiers-monde. Là où Paris et Londres essuient un camouflet, Nasser récolte un triomphe. Certes, l'Égypte subit des pertes militaires, mais sur le plan politique, le président égyptien sort grandi. Il a tenu tête aux anciennes puissances coloniales, humilié leurs armées et affirmé la souveraineté de son peuple. Le monde arabe l'érige en symbole de résistance, et le tiers-monde salue l'émergence d'un leader indépendant. La victoire de Nasser contre la coalition franco-anglaise pour la nationalisation du canal de Suez en 1956 a fait basculer l'Afrique dans l'ère des indépendances. Le fait le plus marquant est l'alliance des Soviétiques et des Américains pour la décolonisation du continent. C'est ainsi que l'on va voir cette alliance s'opposer à cette guerre de la coalition franco-anglaise et le début de la fin de l'influence des anciennes puissances coloniales malgré quelques soubresauts, les dernières convulsions caractérisées par les assassinats ciblés de quelques dirigeants emblématiques du continent. L'alliance contre nature soviéto-américaine, dans ce conflit, n'avait pour seul objectif que la conquête de nouveaux espaces militaires, économiques et diplomatiques. Désormais, après l'événement du canal de Suez, les nouveaux États auront la possibilité de choisir leurs partenaires. C'est ainsi que certains pays dont le Congo vont s'orienter vers le bloc socialiste, dirigé par les soviétiques, d'autres vers le bloc occidental sous contrôle USA. Dans le sillage du bloc socialiste, va apparaître la Chine. L'Afrique deviendra ainsi le terrain de jeu de ces 3 grands blocs, situation qui persiste jusqu'à présent. La crise du canal de Suez révèle un monde qui bascule. L'influence de la France et du Royaume-Uni s'effondre, celle des États-Unis et de l'URSS s'impose comme nouvelle norme. L'affaire accouche aussi d'une nouveauté diplomatique majeure, les casques bleus. Pour la première fois, une force d'interposition des Nations Unies est déployée pour restaurer la paix, annonçant les prémices du multilatéralisme moderne. 70 ans plus tard, la crise de Suez reste une leçon de géopolitique brutale. Les symboles de puissance peuvent s'effondrer en un discours, et les rires de Nasser ont résonné bien au-delà des rives du Nil. Les 2 superpuissances naissantes, l'URSS et les États-Unis, alliés dans la lutte pour la décolonisation, vont s'affronter sur le continent tout au long de la guerre froide jusqu'aux années 80. L'Afrique est aujourd'hui au cœur des dynamiques mondiales. Avec une croissance démographique soutenue, des ressources stratégiques et une position géographique centrale, le continent devient une pièce maîtresse dans l'échiquier géopolitique mondial. Un monde multipolaire, l'Afrique choisit ses alliances. L'Afrique n'est plus un simple terrain de jeu où les grandes puissances dictent leurs règles. Elle impose désormais ses conditions et choisit ses alliances selon ses propres intérêts. Fini les tutelles imposées, place à une nouvelle ère où les États africains négocient en position de force, cherchant des partenariats économiques, sécuritaires et stratégiques équilibrés. Ce basculement ne signifie pas seulement un rejet des anciennes puissances coloniales, mais une diversification des alliances. La France et l'Occident reculent, mais la Chine, la Russie, les pays du Golfe et surtout les coalitions intra-africaines prennent le relais. Chaque acteur apporte son modèle, ses ambitions et ses limites. La Chine, un partenaire économique pragmatique qui fait peur aux Occidentaux. Des infrastructures en échange d'un accès aux ressources africaines. Si un pays a su comprendre le potentiel économique africain et y investir massivement, c'est bien la Chine. Pékin n'a pas attendu la chute de la France-Afrique pour s'imposer comme le premier partenaire commercial du continent, avec plus de 200 milliards de dollars d'échanges annuels.
Là où les anciennes puissances coloniales imposaient des conditions politiques et financières, la Chine investit directement dans le concret. Routes, ponts, chemins de fer, ports, barrages, zones industrielles. Parmi les projets phares financés par la Chine, le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, une artère vitale pour l'économie éthiopienne. Le port de Mombasa, Kenya, modernisé et élargi grâce à des fonds chinois. La Grande Muraille Verte, initiative écologique soutenue par Pékin pour lutter contre la désertification en Afrique de l'Ouest. Pour de nombreux dirigeants africains, notamment Sassou Nguesso, l'atout majeur de la Chine réside dans son absence d'ingérence politique. Contrairement à la France, qui conditionne souvent ses aides à des réformes institutionnelles ou économiques, Pékin ne pose pas de questions sur la gouvernance ou les droits de l'homme. Les risques d'une dépendance chinoise vers une vigilance accrue des dirigeants africains? Si l'Afrique s'ouvre à la Chine, c'est en partie pour ne plus dépendre des institutions financières occidentales, FMI, Banque mondiale, souvent accusées d'imposer des politiques d'austérité néfastes aux populations. Mais cet engouement n'est pas sans risque. Certains pays, comme l'Angola, le Congo, Djibouti ou la Zambie, sont lourdement endettés vis-à-vis de la Chine, ce qui soulève la question du néocolonialisme économique chinois. Les infrastructures construites sont parfois de qualité médiocre, et les contrats passés manquent souvent de transparence. Toutefois, certains gouvernements africains prennent conscience de ces dangers et commencent à renégocier leurs accords, voire à diversifier leurs partenaires pour éviter une dépendance totale. La Russie, soutien militaire et guerre informationnelle. Une alternative militaire aux interventions françaises, la montée en puissance de Wagner, reconvertie en Africa Corps. Si la Chine domine l'économie, la Russie s'impose dans le domaine militaire et sécuritaire. Depuis 2017, le groupe Wagner, bras armé officieux du Kremlin, a progressivement remplacé l'armée française dans plusieurs États africains. Les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Centrafrique, confrontés à l'insécurité djihadiste et au coup d'État, ont choisi Moscou comme nouvel allié stratégique. Les raisons? Un soutien militaire sans condition, contrairement à la France, qui impose souvent des clauses politiques. Un discours souverainiste séduisant, opposé à l'impérialisme occidental. Des mercenaires prêts à assurer la stabilité des régimes en place contre toute opposition interne ou externe. Les puissances traditionnelles comme la France ou les États-Unis voient leur influence concurrencée par des acteurs émergents tels que la Chine, la Turquie ou les pays du Golfe. Ces interactions créent des opportunités économiques, mais aussi des tensions locales et régionales. Les entreprises internationales souhaitant investir ou opérer en Afrique doivent désormais intégrer des logiques géostratégiques dans leur analyse. Cela implique de comprendre les alliances régionales, EA, CEDEAO, les projets d'intégration comme la ZLECAF, ainsi que les zones de risque, instabilité politique, terrorisme, sécurité juridique. Pour tirer parti du potentiel africain, les acteurs économiques doivent s'appuyer sur des partenaires disposant d'une connaissance fine des dynamiques locales, culturelles et politiques. C'est ici que la stratégie diplomatique s'explique. Être un acteur incontournable en Afrique pour les puissances occidentales, la Chine, la Russie et les autres. À la tribune des Nations Unies, Sassou a livré, ce 24 septembre 2025 à New York, un discours à la réforme du système multilatéral, à la justice climatique et à une place permanente pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Un plaidoyer pour la défense de la paix, de la solidarité internationale et du développement durable lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes rassemblés à un moment de bascule, a-t-il déclaré, soulignant que l'avenir du multilatéralisme et de cette précieuse humanité que nous avons en partage se joue aujourd'hui. Sans sourciller, face à la résurgence des conflits dans le monde, Denis Sassou Nguesso a déploré que le langage des armes ait repris le dessus sur la diplomatie, qualifiant cette réalité des « échecs de notre promesse collective ». Il insiste sur la nécessité de réaffirmer la primauté du droit dans les affaires internationales et de renforcer le rôle des Nations unies comme instrument de prévention des conflits. Le Congo, a-t-il rappelé, se positionne comme un acteur de paix, défendant la coexistence pacifique entre les peuples, notamment à travers son soutien à la solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien et son appui au peuple cubain face à l'embargo qui pèse encore sur lui. Pour compléter son arsenal diplomatique, il a aussi abordé les défis liés à l'urgence climatique, saluant l'adoption par l'ONU de la résolution sur la décennie mondiale du boisement et du reboisement, initiative portée par son pays.
Le climat ne doit pas devenir un nouveau facteur de division nord-sud, a-t-il averti, mais plutôt un motif de solidarité planétaire. Pourquoi le chef de l'État congolais focalise-t-il de manière si intense le début de son mandat sur l'échiquier international? En orchestrant un ballet diplomatique sans précédent depuis Oyo et en planifiant une série de visites stratégiques de Moscou à Pékin, Denis Sassou Nguesso se construit un personnage incontournable avec qui il faut compter pour maintenir les équilibres géostratégiques entre les différentes puissances sur le continent. Ce choix calculé vise à acquérir la légitimité politique qu'il n'a pas à l'intérieur à l'extérieur pour consolider son pouvoir. Le laboratoire d'Oyo est le choix des nouvelles puissances mondiales. Le mandat de Sassou Nguesso est marqué par une hyperactivité internationale qui redéfinit et embrasse toute la communauté internationale, de la Chine aux États-Unis, comme en témoigne l'accord récemment consolidé autour de la coopération de défense et de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Accord en passant par la France et la Russie. Cette centralisation des contacts africains s'avère capitale. Elle installe le Congo comme la plaque tournante incontournable de l'intégration et des compromis de l'axe sud-sud. La « totale diplomatie » de Françoise Joly, conçue et pilotée par Jean-Yves Olivier. Depuis 3 ans, Françoise Joly ne ménage pas ses efforts pour déployer cette stratégie. Pour Brazzaville, la diplomatie doit désormais être exploitée comme une matière première qui rend Sassou incontournable dans le contexte géostratégique et géopolitique de l'Afrique subsaharienne. En se positionnant comme le médiateur de confiance et le garant de la paix régionale, Sassou accumule un capital d'influence qui le rend incontournable dans la sous-région pour les grandes puissances. Il est l'élément stabilisateur. Cette autorité politique se traduit immédiatement par des gains géostratégiques qui rassurent ses partenaires étrangers et lui confèrent le statut de partenaire fiable et incontournable pour les grandes puissances qui lui garantissent une certaine protection contre d'éventuelles sanctions. En se bouchant le nez, elle s'asseye sur ses crimes. La projection de puissance dans les opérations de médiation qu'il fabrique lui permet de consolider son pouvoir malgré les crimes contre l'humanité. En saturant l'espace diplomatique, Sassou retire des bénéfices à 3 niveaux. Au plan régional, il s'impose comme le médiateur et l'acteur de la paix. Au niveau continental, Brazzaville devient le passage obligatoire pour toute grande coalition africaine et le garant des politiques environnementales du bassin du Congo. En conclusion, les puissances occidentales, victimes de la concurrence des pays qui ne se soucient guère des droits humains, comme la Chine, la Russie et la Turquie, mais étendent, malgré tout, leur influence en Afrique, ont adopté, elles aussi, la stratégie de non-ingérence dans les politiques intérieures de ces pays pour ne pas pousser définitivement vers leurs bras les dictateurs comme Sassou. Le sujet des droits humains n'est plus au centre des préoccupations des Occidentaux, c'est ainsi que la France avait demandé à un de ses ambassadeurs de pousser le candidat malheureux Jean-Marie Michel Mokoko à reconnaître la victoire de Sassou au nom des intérêts supérieurs de ce pays. Cette position explique aussi le refus de la représentation de l'ONU à Brazzaville de louer sa salle à l'OCDH pour la conférence de presse organisée pour la sortie de son rapport sur la disparition des jeunes. Ces 2 exemples sont suffisamment éloquents pour comprendre la nouvelle stratégie du bloc occidental face à la perte de leur implantation en Afrique. Les crimes et les violations des droits humains sont tus, désormais. Les éventuelles alliances ou aides pour la désintégration du système relèvent maintenant du parcours de combattants dans les différents pays occidentaux, surtout ceux relevant du bloc UE-USA. Sassou a saturé l'espace diplomatique, sa véritable arme, et asphyxié les résistants en leur rétrécissant tout espace d'évolution diplomatique. C'est ici que l'insurrection populaire prend tout son sens parce qu'aucune aide ne viendra de cette fameuse communauté internationale si un mouvement puissant ne se lève pas de l'intérieur. Dans les pays démocratiques, nous devons cibler les électeurs et travailler pour faire de nos revendications des sujets de campagne électorale et épingler les candidats véreux, pas les états-majors, pour déconstruire cette image de médiateur et d'homme de paix. Beaucoup de Congolais pensent que le peuple ne peut être sauvé que par l'intervention de tiers. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l'aide internationale peut renverser le dictateur. Une telle vision pose de problèmes. Souvent aucun sauveur étranger ne se présente, et si l'un d'eux le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance. Car de dures réalités sont à considérer avant de s'en remettre à une intervention étrangère. Souvent, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature pour leur propre intérêt. Certains iront jusqu'à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d'aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. D'autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires.
Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Les dictatures existent principalement à cause de l'insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La population et la société sont trop faibles pour poser des problèmes sérieux au pouvoir dictatorial, la richesse et le pouvoir sont concentrés en trop peu de mains. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. Ainsi, les boycotts économiques internationaux, les embargos, la rupture des relations économiques, l'expulsion des organisations internationales ou la condamnation par les Nations Unies, par exemple, peuvent être utiles. Mais en l'absence d'un fort mouvement intérieur de résistance, de telles actions ne risquent guère d'être entreprises.